cette nouvelle et dernière émission de Parlons Ballon. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Et là, on est dans la terre de Parlons Ballon 2019, parce que 2020 arrive. Et 2020, vous savez, ça va être une année très importante. Aujourd'hui, donc, un plateau exceptionnel. Sauf que des gens exceptionnels dans Parlons Ballon. Et du lourd encore aujourd'hui. Avec, peut-être, l'enfant prodige de la gauche, Benoît Payan, il est là. Bonsoir Omar. Salut Benoît. Ça va? Et toi? Ça va. Abderrahim Bouzelmat, il est là. Abder, comment ça va? Merci beaucoup et merci de ton invitation, Omar. Avec plaisir. Voilà, Parlons Ballon, c'est ça. C'est Benoît Payan, c'est Abderrahim Bouzelmat. Et c'est, en arrière latéral peut-être, Gary. Arrière latéral. Numéro 10. C'est Fada, je suis un attaquant. Voilà. Je connais pas un Italien qui n'est pas attaquant, c'est dingue ça. Il y a de bons défenseurs quand même Aussi. en Italie. Mais moi non, moi je suis chasseur de but. Ah, d'accord. Ah ouais. Tel Pippo Inzaghi. Pippo Garibaldi. Voilà. Donc messieurs, on va parler de vous et on va parler de Marseille. Et pour commencer cette émission, on va parler du stade Vélodrome. Alors Benoît, je n'ai pas sans d'abord dans Parlons Ballon parce que la vente du stade, un de ceux qui en parlent le mieux, c'est toi. Alors, j'ai quelques chiffres, tu me dis si j'ai raison ou pas. Donc, c'est 12 à 15 millions d'euros par an que ça coûte contribuable, jusqu'en 2045, payé par les Marseillais, mais qui appartient à Réma, oui, mais pas aux Marseillais. Et la fête des écoles, qui n'est pas forcément, ou qui est plus au stade de Drôme. Alors, Payé par les Marseillais, c'est juste incroyable. On a un stade qui est magnifique, moi je le trouve absolument magnifique, mais c'est un stade qui nous coûte énormément d'argent, beaucoup trop d'argent aujourd'hui. Pour quel résultat? Pour pas grand-chose. En fait, pourquoi? Parce qu'on a fait la pire des choses, le pire des choix. On a fabriqué un stade en PPP, c'est-à-dire qu'on a privatisé ce stade. C'est un partenariat public-privé. Et on aurait pu avoir le même stade au boulon-près pour des dizaines de millions d'euros de moins, pour des centaines de millions d'euros de moins. On a tout raté dans ce stade. En vérité, je vais vous raconter assez simplement pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est Arema. Arema, c'est Bouygues et la Caisse d'Épargne. C'est un consortium qui a fabriqué ce stade. Et nous, Ville de Marseille, on est allé emprunter de l'argent. Pour pouvoir fabriquer ce stade, on a emprunté de l'argent. On a emprunté à peu près 100 millions d'euros. Donc pour faire simple, excuse-moi, parce qu'on a aussi des enfants qui nous regardent, la ville n'avait pas les moyens à elle seule de payer ces travaux. Mais elle avait les moyens de faire, elle aurait dû faire autrement, mais elle a fait le pire des choix. Qu'est-ce qu'elle a fait justement? Elle est allée faire la chose la plus incroyable. Je t'explique simplement. À cette époque-là, quand on a refait le stade pour la deuxième fois en 15 ans, on en reparlera d'ailleurs, de ce stade qu'on a refait 2 fois en 15 ans, on est quasiment une des seules. À Marseille, il ne pleut jamais, c'est pour ça qu'il y avait eu un stade. Exactement, et on s'en souvient tous, quand on est passé de 42 000 places à 60 000 places, c'est parce qu'il ne pleuvait pas. On a refait un stade sans toit. 15 ans après, on refait un stade. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si on avait emprunté normalement, comme toi et moi, n'importe où, à la Caisse d'épargne ou au Crédit Agricole, on aurait payé à l'époque un crédit à 4,5%. Nous, non, on n'a pas fait ça. On est allé emprunter à 8%. Résultat, si on avait emprunté normalement ces 100 millions d'euros, on aurait dû rembourser 180 millions, entre 180 et 190 millions d'euros. Aujourd'hui, la facture, c'est 273 millions d'euros parce qu'on a mal emprunté. C'est ça, payé en intégralité par les Marseillais. Alors on dit, oh mais on n'avait pas l'argent. Mais les Marseillais vont payer du premier au dernier euro, du premier au dernier centime. Et donc ce stade aujourd'hui, qui nous coûte en vérité un bras, il va falloir qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut le garder? Est-ce qu'on peut continuer chaque année, quand on sait la situation financière de la ville, quand on sait qu'à Marseille, on paie les impôts les plus chers de France, qu'on a des logements indignes, qu'on a des places en crèche qui ne vont pas, qu'on a des écoles qui ne vont pas, est-ce qu'on peut se permettre, jusque dans les années 2040, de payer chaque année entre 12 et 15 millions d'euros? Ça doit s'arrêter. Pour toi, tous les grands clubs européens, Omar, les grands clubs européens, ils sont propriétaires de leur stade. C'est un outil de travail. C'est pas le vendre au Qatar. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on le vende au Qatar. J'ai pas envie qu'on le vende à une multinationale. Mais à l'OM, ça aurait du sens. L'OM, c'est notre histoire, on va en parler. On s'est tous matricés, on s'est fabriqués comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OM, ils ont un intérêt maintenant qu'ils ont la gestion du stade, est-ce qu'ils ont un intérêt? Mais non, parce qu'on a très mal négocié avec eux. On a toujours mal négocié. Sur le dos des Marseillais, Omar. Les grands perdants de l'affaire, c'est pas Arema, c'est pas Bouygues, c'est pas les consortiums de banquiers, c'est même pas l'OM, c'est nous. Et donc maintenant, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Si on n'arrive pas à le vendre à l'OM, qu'on le passe à la métropole, c'est-à-dire qu'on mutualise tout ça, qu'on arrête de faire porter sur le dos des Marseillais tout cet argent. Tu sais, avec cet argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait le réinvestir dans les clubs amateurs, dans les clubs de quartier, dans des stades de quartier. Vous avez vu l'état des stades?
On a vu comment est-ce que les petits font du sport dans cette ville. Cet argent, il nous appartient, il appartient aux Marseillais. Moi, je préfère qu'on utilise cet argent pour le sport amateur, pour le ballon amateur, pour des gymnases, pour des stades, pour des piscines en bon état, plutôt que d'engraisser des actionnaires. Mais enfin, on est où là? Moi, ce n'est pas ma conception de la ville. Et encore une fois, on essaie de se cacher derrière des artifices. J'ai entendu dire que Martine Vassal disait non, on ne vend pas le stade. Mais il est déjà vendu. Il ne nous appartient plus, tu viens de le dire. C'est une connerie pour toi de dire ouais, ça fait partie des bijoux de famille. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on croit? Que le stade il va disparaître et qu'il va partir au fin fond d'une île déserte? Le stade il sera toujours là. Le stade, au contraire, moi j'ai envie que les Marseillais puissent s'en servir. Aujourd'hui, personne ne peut entrer dans le stade. Alors on a deux Marseillais ici. Alors Gary et Ander, vous en pensez quoi en tant que Marseillais? Vous n'êtes pas politique, mais en tant que Marseillais, supporter de l'OM, vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de le vendre pour, comme l'a expliqué Benoît, faire profiter des nouveaux stades, des nouvelles piscines, les écoles, etc. Parce qu'il y a à faire. Ou ça doit rester, en sachant qu'aujourd'hui, comme l'a expliqué Benoît, finalement, ça payé par les Marseillais, mais ça appartient même pas aux Marseillais. Après, les arguments de Benoît, ils sont très convaincants. Ça. Moi, je ne connaissais pas tous ces problèmes d'argent, etc. Moi, j'avais juste peur qu'en le vendant à un club, il se pourrait qu'un jour, comme font tous les grands clubs, veuillent construire un stade à l'extérieur de la ville, entre Vitrolles et Aix, je sais, comme font les Lyonnais, comme on fait un peu partout, et que finalement le stade parte de la ville, quoi, parce que ça, c'est l'une des spécificités de Marseille, c'est que nous avons le stade chez nous, quoi. Mais après, puisque, comme vient de le dire Benoît, le stade est déjà vendu, bah, on est forcé de suivre cet avis. Je pense que les arguments sont tous là, quoi. Effectivement, j'ignorais tout ça, moi, en fait. Gary? Non, mais je suis d'accord avec eux, ça impacte tellement les Marseillais. Et puis, vous l'avez dit, tous les clubs en question, ils sont propriétaires de leur stade, c'est un outil de travail. Donc voilà, ça va dans le sens du développement qu'on souhaite à l'OM, quoi. Comment ça se passe à Lyon, par exemple, où Jean-Michel Aulas, lui, a fait son stade? Comment ça se passe? C'est complètement différent. Lui, il est propriétaire de son stade, Ouais. il a fabriqué tout ça. Ouais. Il n'y avait pas les rapports entre la municipalité, la métropole lyonnaise et Jean-Michel Aulas comme on les avait nous. Aujourd'hui, la ville de Marseille, elle n'a pas su tisser les liens et le rapport avec l'Olympique de Marseille. On a fait ce stade, finalement, sans aller rencontrer l'Olympique de Marseille. Quand tu es maire de Marseille et que tu as ce stade et que tu as envie de le refaire 15 ans après en avoir refait un, ce qui est déjà fou. Passons. Je ne veux pas revenir sur le passé. Normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te mets autour de la table avec le club qui est le cœur nucléaire, notre histoire, ça a du sens pour nous. Et tu dis avec l'OM, est-ce qu'on n'a pas intérêt, Olympique de Marseille, ville de Marseille, à se fabriquer un stade en commun? Est-ce qu'on ne peut pas trouver ensemble les moyens de le fabriquer pour porter ensemble les coûts, pour porter ensemble l'histoire du club, l'histoire du stade? Aujourd'hui, un petit Marseillais qui a envie de rentrer dans le stade, il ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la fête des écoles. Aujourd'hui, ce stade, en vérité, on le regarde. D'ailleurs, il est caché par les constructions qui sont devant le stade. Il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Il est magnifique, mais enfin, quand tu passes sur Michelet, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les bâtiments qui sont devant. Ce stade, normalement, c'est un temple, un stade. C'est un temple païen. Enfin, un stade, quand on entre dans un stade, en tout cas pour nous, pour les Marseillais, quand tu entres dans le stade, enfin, ça vous l'a tous fait, moi, depuis qu'on est petit, tu rentres là-dedans, tu es porté par quelque chose. Et tu te dis, c'est à nous. Et c'est notre histoire, ça a du sens. On a gagné, on a perdu, on a mené des combats. Enfin, c'est quelque chose de mythique, un stade. Et aujourd'hui, on voit que ce stade, on ne peut pas y entrer, on ne peut rien y partager. Moi, j'aurais envie qu'on me fasse visiter à Nomino, par exemple, une fois par semaine, 2 fois par semaine, le stade, qu'on emmène nos petits du CP au CM1 et puis après les collégiens, qu'on leur fasse raconter l'histoire de ce club, raconter l'histoire de la ville, raconter l'histoire du stade. Tout ça, ça n'existe pas. Alors qu'on a une histoire avec le football à nul autre pareil. Il n'y a pas d'autre, enfin, je ne suis pas chauvin, mais on ne se raconte pas d'histoire. Il n'y a pas d'autre endroit en France où c'est comme ça. On est entre Marseillais. Il n'y a pas d'autre, Omar, et tu le sais, après, bien sûr, il y a des clubs et des villes qui ont une histoire aussi, mais pas comme la nôtre. Enfin, regarde ton histoire, je connais l'histoire de Gary, enfin, regarde ce qui est devant toi, enfin, on a ça, nous. Je ne sais pas si... Et tout ça, ça ne nous appartiendrait plus. Enfin, quelqu'un qui est maire de Marseille et qui s'occupe du destin de sa ville, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait avec le stade. On n'a pas le droit de brûler l'argent des Marseillais au profit d'actionnaires qui sont ailleurs et qui s'engraissent sur le compte des Marseillais. On n'a pas le droit d'avoir fermé ce stade aux Marseillais. On n'a pas le droit, finalement, on est privé de ce stade. Et donc, oui, ça a du sens de le rendre aux Marseillais, en le vendant à l'OM d'ailleurs. Dans le rapport de la Cour des comptes, que tu as beaucoup commenté,
il est pointé du doigt que le loyer n'était pas à hauteur de ce qu'il devrait être, c'est ça, tu confirmes? Oui, le loyer, il était, encore une fois, Ça veut dire que la ville me faisait payer un loyer qui était... parce que ça a été très mal négocié, mais encore une fois, mais moi je peux comprendre l'OM. Alors après, je ne suis surtout pas là pour défendre les intérêts de l'OM, moi je veux défendre l'intérêt des Marseillais. Mais je me mets à la place du président de l'OM. On lui propose de fabriquer un stade sans lui en parler. Il n'a pas envie de se mettre autour de la table et de faire des chèques. Combien le loyer de l'OM? Mais ça dépend des années. Tu sais, il y a une part fixe et une part variable. Et ça dépend des résultats. La part fixe, elle est très faible. Elle est trop faible. La part fixe, c'est grosso modo 5 millions d'euros. Et ensuite, tu dois monter en fonction des résultats. Sauf que le calcul, c'est trop compliqué pour que je l'explique. Ici, c'est très bien expliqué par la Chambre régionale des comptes. La part variable, c'est plus tu as de bons résultats, plus tu payes. Mais pour déclencher la part variable, ça devient quasiment impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quels qu'aient été les résultats depuis qu'on a le nouveau stade, on ne l'a jamais déclenché. Et donc le loyer, il est beaucoup trop faible. Mais je les comprends. Par exemple, on n'a jamais discuté avec eux de l'achat du stade. Au départ, l'OM, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais nous, on veut bien réfléchir. Vous allez refaire un stade. Venez, on se met autour de la table avec vous. On essaie de réfléchir à un stade qui aurait du sens pour nous, à un stade qui aurait du sens par rapport à l'histoire, par rapport aux joueurs, par rapport aux supporters. On fait un stade sans les clubs de supporters, on fait un stade sans le club de ballon. Enfin, personne ne se met autour de la table. C'est pas comme ça qu'on construit une ville. Hein. Vous en pensez quoi On touche à l'inertie de façon générale de la ville. Donc l'histoire du stade, c'est un micro. Est-ce qu'à Marseille, après Notre-Dame, il y a le stade de Rome? Oui, mais évidemment, on a du mal à sanctuariser les choses à Marseille. On a du mal avec notre histoire. On a du mal. Moi, mais même un endroit comme la Maison Hantée à la Plaine, si on est à New York, il y a une plaque devant, les bus y passent, c'est les débuts de Hayam, il y a Nirvana qui a joué là en 90, machin. On a du mal à faire briller les choses de notre ville. On serait dans n'importe quelle autre ville, il y aurait des parcours touristiques qui monteraient à la Plaine, qui iraient machin, l'histoire aussi. À l'Opéra, pareil, là, tac, c'est là qu'il y a eu les bandits, les machins, les ci, les là. C'est ça Marseille, tu vois, donc on a un peu de mal avec tout ça. Et les dépositaires de tout ça, ils ne sont pas au niveau, quoi, on dira. C'est vrai que le stade Vélodrome n'est pas présent dans le discours de nos élèves, en fait. On les écoute et ils parlent, ils n'ont pas de souvenir avec le stade. Et ça, c'est quelque chose de regrettable parce que c'est vrai que c'est un sanctuaire, le stade. C'est quelque chose de fascinant pour eux. Et c'est vrai que nos élèves, ils parlent des grands stades d'Europe et tout, mais le Vélodrome, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent forcément. Pourtant, il y en a eu des matchs. Il y en a eu des matchs, mais il faut qu'ils aient les moyens d'y aller. Or, nous, en tant qu'enseignants, on aimerait bien que ça fasse partie aussi des lieux à visiter de la ville. Or, nous, aujourd'hui, lorsqu'on organise des sorties, on va dans les calanques, peut-être du côté du Frioul, Notre-Dame de la Garde, mais pas vraiment le stade, quoi. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous vient à l'idée, quoi. Alors Benoît, on va parler de toi. Donc, tu es conseiller municipal et départemental. Tu es un des membres fondateurs du Printemps marseillais. Alors, Printemps marseillais, c'est inspiré du Printemps arabe tu sais, en fait, dans la symbolique du printemps, il y a le renouveau. On est dans cette ville, Gary l'a dit, Abder commence à le dit aussi très bien. On est dans une ville où on vit symboliquement un hiver sans fin. Ça fait 25 ans qu'il y a une équipe qui est là, qui est au pouvoir, qui laisse finalement cette ville sous une chape de plomb. C'est une ville où on ne valorise pas son patrimoine. La Maison Hantée, comme le patrimoine par exemple de la Corderie, où on a trouvé des vestiges qui avaient 26 siècles. Dans n'importe quelle ville du monde, tu as raison, on se dirait mais on a trouvé des trucs qui ont 26 siècles. Tu t'es battu pour faire arrêter les travaux. Et je me suis battu comme des milliers de Marseillais, je me suis battu comme un Marseillais au milieu des Marseillais pour dire mais là il y a notre histoire. Il y a des gens qui sont venus il y a 26 siècles, qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions de fous et qui sont venus construire cette ville. Ils ont fui la misère, ils sont venus vivre une autre vie, ils se sont arrêtés là dans notre ville, ce sont nos pères fondateurs. Il y a les traces de leur travail, il y a les coups de burin sur les colonnes antiques. Qu'est-ce qu'on en a fait? Un parking et un immeuble. Mais vous vous rendez compte, c'est notre histoire, 26 siècles d'histoire. Il n'y a pas d'autres villes en France, il y a quasiment très peu de villes en Europe et dans le monde qui ont autant d'histoire. Et donc c'est ce que je te disais, pourquoi le printemps? Parce que ça fait un quart de siècle qu'il y a un hiver qui n'en finit pas et qu'après l'hiver il y a le printemps. Le printemps c'est quoi? C'est le renouveau. C'est de se dire que dans cette ville, au-delà de la droite, au-delà de la gauche, on doit être capable de porter notre ville vers 2030, 2040, de la réfléchir différemment, de se dire qu'enfin,
Plutôt qu'une ville pour l'image sur papier glacé, on va faire une ville pour les Marseillais. Tu parlais de tes élèves. C'est eux finalement notre richesse. La ville qu'on a besoin de construire, c'est pour eux, c'est en pensant à eux. C'est qu'est-ce qu'on va leur amener, qu'est-ce qu'on va leur laisser. C'est ça le printemps. Qu'est-ce que c'est que ces petits qui grandissent dans la ville la plus polluée du pays? Que ces petits qui grandissent avec des stades de foot pourris, des gymnases où il pleut, des écoles où il y a de l'amiante, ou qu'enfin, et tu le sais. Au conseil municipal, Benoît, tu as repris Ayam. Et tu as dit, d'ailleurs, tu as été chahuté, mais bon, c'était pas du chahut, c'était du genre copyright. Ils n'ont quand même pas compris que c'était Ayam. Il y en a qui n'ont pas compris. Je te rassure, je ne pense pas qu'au conseil municipal, ils écoutent beaucoup Ayam. Mais oui, mais bien évidemment, c'est des stades sans filet. Ligne blanche. C'est des stades sans filet. C'est quoi l'argent? Et oui, big up. Alors, Benoît, tu as 41 ans, tu as l'âge du président de la République. On a le même âge, la même génération. Et tu as grandi dans le quartier de Pont-de-Vivo. Que tu connais bien. Le 13010 qui représente. D'ailleurs, la première fois que je t'avais vu voter au bureau de Sacomand. Exactement. Voilà. Donc, on est du même secteur. Donc, tu es membre du PS, Parti Socialiste, et tu es élu pour la première fois au conseil municipal en 2014. Donc, tu prends la tête de l'opposition à la mairie en juin 2016. En 2015, tu es élu conseiller départemental en binôme avec Michel Robirola, qui est Europe Écologie des Verts. Ouais. Donc tu es très engagé pour Marseille, tu es très suivi sur les réseaux. Moi, je suis impressionné du nombre de vues que tu fais sur les réseaux sociaux. Et tu es à l'initiative du projet donc, du PPP des écoles, et j'ai vu que tu t'es félicité d'avoir fait échouer ce que pour toi est un gouffre, puisque là on passait le milliard aussi d'euros. Ouais. Voilà, tu vas nous en parler. Tu te mobilises donc pour des sujets comme la vente du stade, on va en parler, les scandales immobiliers, donc j'ai vu la ville à Valmer notamment, la pollution des bateaux de croisière, c'est devenu à la mode ça maintenant. Oui, quand on en parlait au début, on nous prenait un peu pour des farfelus. Bon. Voilà. Mais on se rend compte que c'est quand même assez dangereux pour la santé. Tu as voulu instaurer, donc tu te bats pour instaurer le bio dans les cantines scolaires, et on en parle avant l'émission aussi, tu as fait partie des rares élus qui ont mis le problème de la reconnaissance des massacres de Sétif et de Kerata du 8 mai 45. Voilà. Donc depuis la rentrée 2019, tu es un des membres fondateurs du Printemps Marseillais. Donc c'est un mouvement qui parce que c'est pas très clair, hein, tu nous éclaireras aussi. Donc ça regroupe des partis, des syndicats, des collectifs citoyens, et le but c'est de réunir la gauche et les écolos pour les municipales de l'UNED. C'est ça. Voilà. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre. Les écoles, ça vous intéresse? Bon, il faut que tu me coupes parce que je ne veux pas être trop long. Mais non. Sur les écoles, parce que c'est quand même un scandale, ben pareil. On va essayer de synthétiser. Je vais la faire. Quand on voit qu'il y a des punaises de lit, quand on voit qu'il y a un plafond qui s'écroule, quand on voit l'école Ruffi, tout ça, dans les préfats. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais te prendre une image simple. On comprend tout ça. Une voiture, quand tu ne l'entretiens pas, au début, elle a un petit problème. Tu vois, quand tu ne fais pas la vidange, la première année, la deuxième année, la troisième année, le petit problème, il commence à devenir compliqué. Et à la fin, la voiture, si tu ne l'as jamais entretenue, elle s'arrête, elle casse, tu coules les bielles, c'est fini. Une école, c'est pareil. Quand les gens arrivent en 95 dans cette ville, quand l'équipe arrive il y a 25 ans, et qu'il y avait une tuile cassée, et qu'on ne l'a pas remplacée au fil des années, la tuile, ça devient une fuite dans le toit de plus en plus importante, jusqu'à ce que le toit s'effondre, jusqu'à ce que les écoles deviennent finalement impraticables. Et donc, on a des écoles dans un état catastrophique. Pourquoi? Parce que justement, l'argent des Marseillais, au lieu de servir à ça, il a servi des intérêts financiers et privés qui n'avaient rien à voir avec les Marseillaises et les Marseillais. On a préféré mettre 100 millions d'euros de plus pour financer très bêtement le stade Vélodrome, plutôt que de mettre de l'argent dans les écoles. Et là, ils se sont dit au bout de 25 ans, putain, on a les écoles dans un état catastrophique, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et comme ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, ils ont fait pareil que pour le stade. Ils ont dit, ben, on va faire venir Bouygues, Vinci, on va faire venir des grands promoteurs et on va leur laisser le soin de construire nos écoles. Mais Benoît, quand il y a du gaspillage d'argent public comme ça, par exemple, quand je vois un Ravier qui fait des vœux à 100 000 euros pour montrer sa tête, là où Zidane avait son portrait, il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui tape, qui dit « Oh Coco, c'est l'argent de… » Mais parce qu'il n'y a pas d'autorité, mais Omar, parce qu'il n'y a pas d'autorité dans la ville, parce que cette ville, elle n'est pas gouvernée, parce qu'il n'y a pas de pilote, parce que cette ville, elle est en désordre et on a besoin de la remettre en ordre. Quand on est capable justement de dire « On ne sait pas », on va en reparler de ça, mais je vais te parler d'1 milliard d'euros, ce qui est beaucoup plus que 100 000 euros. On a donné, ils ont voulu donner 1 milliard d'euros pour refaire 34 écoles. 1 milliard d'euros à des promoteurs immobiliers, à des consortiums de banquiers et de promoteurs pour refaire des écoles. Mais c'est acceptable ça?
quand on sait que ça aurait coûté 300 millions d'euros de plus que si nous, ville de Marseille, on avait refait des écoles. Dis-moi, Donc, les milliards, c'est à la portée. Tu t'endettes jusqu'à quand, Benoît? Ah, mais tu t'endettes pour 50 ans. Pour 50 ans, encore une fois, comme pour le stade. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au tribunal, on est allé en justice, et la justice nous a donné raison en disant ce qu'on disait nous, non seulement c'est injuste, non seulement c'est paradoxal et c'est anormal, mais en plus c'est illégal. On ne donne pas 1 milliard d'euros à des promoteurs pour faire des écoles. Ça ne marche pas dans la République. Alors là, je profite, on a un enseignant. Quand j'entends des chiffres pareils, ça doit te... Ah ouais, c'est des sommes faramineuses, quoi. C'est vrai que nous avons un maire qui n'est pas présent. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé, et puis il n'y a jamais eu une équipe qui est venue nous rencontrer, alors que c'est vrai qu'on éprouve toutes les difficultés du monde à monter des projets assez simples. Un bus pour sortir dans un musée, il faut faire la demande une année à l'avance, quoi. Une année à l'avance. Moi, j'avais demandé un bus pour aller sur les pas de Marcel Pagnol, faire découvrir le patrimoine culturel provençal à nos élèves. Eh bien, ils m'ont dit non, prends le métro, ensuite tu as des bus, ensuite galère, quoi. Mais c'est vrai que dans nos écoles, il n'y a pas d'argent, quoi. Et aujourd'hui, on ne veut plus monter de projets parce que la plupart du temps, on nous dit monter 1 an à l'avance et qu'au final, on te dit écoute, il n'y a pas d'argent, du coup, débrouillez-vous comme vous voulez, quoi. J'entends des chiffres comme ça. Ah, mais à un moment donné, tu n'imagines plus parce que c'est des sommes tellement énormes qu'on n'a plus une idée de ce que c'est réellement, quoi. Gary, 1 milliard pour des écoles, quand tu entends des chiffres comme ça, Ouais, mais le maire, il est maire de la moitié de la ville. Il est maire de ses électeurs, il est maire des quartiers chics, tu t'en rends compte là. Moi, dès que j'ai un peu gagné ma vie, j'ai quitté la Belle de Mai où je suis né, je suis allé à Vauban, mettre les petits à l'école. Ben, le maire du coin, à Vauban, il est tout le temps dans le coin, dans le quartier là. Tu vois, ils sont là, tu vois, ils diraient pas ça, les instituts de là-haut là. Tu vois, ils sont omniprésents, ils sont là, tout est illustré, je l'ai vu le truc. Je suis passé du 3e au 6e moi, tu vois, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence, donc c'est ça le problème aussi à Marseille. C'est vraiment les deux Marseillais en plus. Ben, c'est les deux Marseilles, c'est ces deux Marseilles qui ont. Il n'y a qu'un Marseille qui est régi, quoi. L'autre, il est laissé à l'abandon, c'est la cata, les poubelles, la voirie, tout ce que tu veux. Tout est à l'avenant, là. Donc, on a ce gros souci aussi. On a un maire qui est maire que d'un morceau de la ville, quoi. Le reste, il s'en tape. Alors, pour la vente du stade, je voulais juste préciser que toi, donc, tu étais contre la vente du stade. Tu étais pour la vente du stade, pardon, et que au niveau de tes adversaires politiques, donc on a Martine Vassal qui est candidate, qui elle ne veut pas le vendre, et Thiago Logil qui est de ton avis, qui est pour la vente du stade. À l'OM, Omar. Moi, je ne veux pas qu'on vende le stade à n'importe quelle puissance étrangère ou à n'importe quelle grande entreprise. Pour moi, c'est à l'OM. Et puis, s'il n'y a pas de discussion avec l'OM, ça passe à la métropole. On le vend à des gains d'autres. Et tu avais dit, je me rappelle, tu parlais de la piscine de vélo, tu disais qu'en gros, les Marseillais, ils n'allaient jamais à la piscine de vélo. Par contre, on paye pour la piscine de vélo. Mais ça, on peut le dire, ça prend juste une seconde. Juste pourquoi je parle de la métropole. Et vous allez comprendre, la métropole, c'est toutes les communes de notre territoire. Nous, les Marseillais, dans nos impôts, on paie des stades à Miramas, la piscine de vélo. Par contre, le stade Vélodrome, il n'y a pas un mec en dehors de Marseille qui le paie. Alors que c'est quand même un équipement sportif de dimension. Il n'y a pas que des Marseillais dans le stade. Hein. Il y a des gens d'Allo, d'Aix, il y a des gens bien évidemment de l'extérieur. Et donc, c'est pas normal qu'on paie seul. Les Marseillais paient les impôts les plus chers. On paie l'index aussi. Par exemple, les plus chers du pays. Et Gary, dans le 3e, encore plus qu'ailleurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est d'ailleurs dans le 3e que les impôts sont le plus chers. Vous vous rendez compte de l'injustice? Voilà, si vous ne savez pas où aller, allez à la piscine de vélo, allez envahir la piscine de vélo. On se retrouve de Venelle. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Parlons Ballon. De Parlons Ballon avec mes invités de la DER, des DER de 2019, Gary Greux et Abderrahim Bouzelmat et Benoît Payan. Alors Benoît, je vais te poser la question, seras-tu candidat et où au municipal de mars 2020 à Marseille? Ben, je serai un candidat parmi d'autres, bien évidemment. Où et comment, je ne sais rien encore. Et si tu me réinvites en début d'année, je t'en reparlerai. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision. Tu sais, on a les fêtes qui arrivent, ça va me permettre un peu de réfléchir à tout ça. Il m'a fait un beau sombrero là. Café crème même. Café crème. Pirlo. Pirlo. Alors, messieurs, on va parler d'un sujet qui est assez sensible. Moi, j'attends pas le mois de février pour en parler. C'est ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez.
Voilà. J'ai reçu Alain Lotte, qui était l'avocat d'Ibrahim Ali, de sa famille, pour la dernière mission. Benoît, est-il normal qu'aujourd'hui, plus de 25 ans après cette horrible tragédie, il n'y ait pas d'avenue Ibrahim Ali à Marseille, comme le demande la famille et les amis? Et comme le demandent beaucoup de Marseillais, Omar, rendre hommage à Ibrahim Ali, à cette tragédie, à cette catastrophe, c'est le minimum que devrait faire la ville de Marseille. Un de ses enfants, un de ses fils a été assassiné par des colleurs d'affiches du Front National. Il a été fauché au début de sa vie, il était prometteur, 17 ans. Il avait 17 ans. Et si tu veux, cette espèce de silence, de cynisme et de mépris me fait mal. J'ai pas envie de mettre la politique au milieu de tout ça. C'est pas la politique, ça. Ça, c'est notre histoire. Ça serait notre honneur de rendre hommage à Ibrahim Ali et de faire une avenue Comment Ibrahim tu Ali. expliques que Nicolas Bourgeat qui a été assassiné et qui a eu une carte de rue réformée à son nom, et tant mieux, il fallait le faire aussi. Gaudin, c'est quoi? Il ne voulait pas vexer les électeurs du Front National? J'en sais rien, je te le dis, c'est du cynisme et c'est du mépris. Ibrahim Ali, c'est un petit Marseillais comme toi, comme moi. Et il a le droit, et on a le devoir, nous, il a le droit qu'on respecte sa mémoire, et nous, on a le devoir de la respecter. Et j'espère que dans les semaines et dans les mois qui arrivent, rapidement, quand on va essayer de changer tout ça, on puisse tous ensemble, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos histoires, lui rendre cet hommage naturel, nécessaire, indispensable. Tu sais, on ne règle pas l'histoire quand on essaie de l'occulter. Au contraire, quand on essaie d'oublier notre mémoire, on est souvent condamné à la revivre, disait un grand écrivain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit un peu à la hauteur de cette histoire-là. Alors, Adair Gari, vous vous rappelez malheureusement de Bien cette sûr. triste histoire. Gari, que c'est un enfant de Marseille. Ouais, le deux poids, deux mesures est insupportable de toute façon. Adair, Moi, j'ai invité, lors de la 20e année, son ami. Soli. Oui, il était venu discuter avec les élèves de notre collège. Et Ibrahim Ali, ça doit rester un nom à Marseille pour qu'on n'oublie jamais, pour qu'on sache que le Front National tue. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un symbole autour duquel il faudrait qu'on sache faire corps, faire société. Et symboliquement, en plus, à quelques mètres Bien sûr. de la mairie FM. Bien sûr, C'est ça qui est- il c'est ça qui est fou. faudrait que ça devienne un nom à Marseille. On vient d'ouvrir une station Gèze, bien sûr, que le capitaine Gèze a participé à la libération de la Provence, etc. C'est quelqu'un qui a joué un rôle dans Ibrahim Ali aussi. Il faudrait qu'on pense à lui parce que c'est un enfant de Marseille, comme Benoît l'a dit. Surtout que techniquement, administrativement, le rajouter en dessous l'avenue des Égalades, pas que ça crée des Égalades, Oui. c'est comme on l'a fait pour d'autres. Donc voilà, on a cité à l'approche des élections, donc c'est bien aussi de rappeler aux Oui. candidats et aux futurs maires qu'il faut pas l'oublier. Alors bon, on va parler de choses plus gaies. Derrière, on va parler de toi, parce que, eh oui, tu es un enfant de Marseille, même si tu es né boulevard de Strasbourg. Non. De tradition. Alors toi, tu as joué au ballon sous le petit stade de Plombières. Non, pas de Plombières, le petit stade du boulevard de Strasbourg. Des pompiers, Côté pardon. des pompiers. Voilà, le petit stade en bitume. Ouais. C'était un petit stade de handball à la fois, mais nous le handball on ne sait pas ce que c'est, on ne savait pas ce que c'était. Les genoux, ils ont morflé quand même. J'ai commencé le ballon là, parce que ma mère elle arrivait à me voir du 3e étage de l'immeuble, elle arrivait à me surveiller, tu sais. Et c'est un stade qui est mythique parce que je crois même qu'il y a eu un jeu électronique sur le foot, le street football, où le stade il était numérisé avec des stades américains et machin. Donc c'est Il y a eu Puma, le nouvel équipement Voilà, qui a fait. c'est un endroit que j'affectionne. Donc, tu t'appelles Garibaldi, Ouais. Gilles Garieux, ce qui signifie le Loir-Gris. Le Garrigreu, le rat gris, donc le Loir, Parce que Gary, en Marseillais, c'est Loira. en provençal. Les vieux te disent, oh Gary, petit rat, c'est Minos. C'est affectueux, c'est du Marseillais. C'est du provençal, c'est-à-dire le rat en provençal, et puis en marseillais c'est devenu un terme affectif pour les petits bambins, quoi, pour les petits enfants. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est affectueux, alors qu'un rat. Oh, un rat c'est affectueux aussi, regarde, ça nettoie, ça nettoie la Gary, le ville. Raluciano, tu Et sais. j'allais dire, eh oui, le rat, Luciano C'est un Zach. cousin, Ouais. on le salue d'ailleurs. Ah, Donc, tu es auteur, compositeur, interprète du groupe Massilia Sound System. Alors moi, je suis autant ému qu'Adair de t'avoir parce que j'ai la chance
d'abord comme ami, et que moi aussi qui est ton ami, parce que je t'écoutais avec les cassettes, avec mon frère Karim, et oui, Karim il est là. Massilia sur le système. Et d'ailleurs, il y a un passage, à un moment, on en parlait tout à l'heure, on dit reconnu dans mon quartier sur la canebière, mes lyriques sont chantés jusqu'à la sauvagère. Jusqu'à chez toi, mon Et frère. on l'écoutait, on le réécoutait, on le mettait, on a dû bousiller la cassette. Non, Massilia, ça fait partie de l'ADN, c'est comme Ayam, quoi, ça fait partie de l'ADN de Marseille. Ouais, le chemin de Massilia, il est étonnant. C'est une bande de collègues qui découvrent ce reggae digital un peu festif, qui ont envie de chroniquer le quotidien à Marseille, qui s'emparent du provençal, à la base c'est un truc folklorique et tout ça, mais on s'en empare un peu pour pas parler le verlan, pour avoir notre verlan à nous. Donc on a un peu défriché pas mal de trucs. Après on a catalysé aussi une espèce de regard sur un Marseille rêvé, ce Marseille qu'on appelle Massilia. Quand je ferme les yeux, je vois Massilia, je vois ce Marseille multiculturel, ce Marseille multicolore, ce Marseille de tous les possibles, ce Marseille fait avec une identité qui est faite par l'arrivée de tous ces différents migrants au fur et à mesure. J'ai que du sang italien, moi, par exemple. Rêvez, Gary, mais vous n'hésitez pas, vous aussi, c'est très bien, à tirer la sonnette d'alarme. Quand vous faites Ma ville de tremble, ma ville est malade, que vous parlez justement de... Ouais, on a chanté ça en 86 après les Européennes. Papeggi qui a écrit cette chanson, il se désole de devoir la chanter toujours en 2019, quoi, tu vois, c'était... De bonne veine jusqu'aux égalades. De bonne veine jusqu'aux égalades, et elle tremble plus que jamais. C'est 86? C'est 86 que Papeggi écrit ça, ouais. C'est une des chansons les plus vieilles de Massilia qu'on a toujours gardée dans le répertoire, parce que malheureusement, elle résonne toujours. Je crois qu'il citait le maire de l'époque et il change juste le nom du maire à chaque fois. Voilà, ça fait longtemps qu'on a le même. Donc tu es fondateur du groupe Y. Du groupe Y Star. Y Star. Voilà. Alors le Y, et oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas marseillais qui nous écoutent, donc big up à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas de Marseille. Le Y, c'est le bordel, faut le Y. Ouais, le bordel positif. Le bordel positif, c'est remuer les consciences, c'est combattre l'establishment, c'est ouvrir sa gueule. Ils ont aidé Ayam à leur début, il ne faut pas l'oublier. N'est-ce Ouais, pas j'ai lu l'histoire. Les deux grands frères de Massilia, parce que moi je n'étais pas encore là, quand ils ont monté Massilia, j'étais en 4e. Donc j'ai 10 ans de moins que Papeggi et Moussuté. Mais c'est vrai qu'ils ont eu un petit bout de chemin commun avec Ayam au début, qui est resté mythique avec cette cassette concept, avec les débuts d'Ayam. Voilà. Tu es le plus jeune de... Ah, je suis le minot de Massilia. Tu es le Kylian Mbappé de... le Kylian. Les bons Mbappé, oh. Bon. Non, parce qu'à Marseille, il ne faut pas dire Mbappé. Ouais. Mais on serait ravis d'avoir à Marseille. Voilà. Bon, même si... Voilà. Donc, et tu es membre du collectif 13. Je suis membre du collectif 13, c'est une espèce d'autre aventure musicale que j'ai créée avec des collègues qui chantent dans d'autres groupes, Trio, La Rue Quétanou, si vous connaissez. Et voilà, parce qu'on a cette chance de pouvoir avoir plusieurs palettes à notre disposition. Donc voilà, j'ai plusieurs projets, je jongle avec ces différents spectacles, et ça me permet de jamais être lassé de l'histoire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on vous écoute, on vous regarde dans vos concerts, vous ne vous prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas pour des autres. C'est vraiment, c'est du nature peinture, quoi. Mais à la base, on n'est pas des chanteurs, on est des maîtres de cérémonie. C'est inhérent à notre art, le ragamuffin, le sound system. Donc à la base, je suis presque là pour entretenir l'aïoli, la danse dans la salle, presque plus que pour chanter mes chansons. Tu vois, donc on a cette dimension. Le MC, c'est pas juste un chanteur, c'est un mec qui fait monter la sauce, qui putain, ça danse pas à gauche, je vais faire une impro pour que ça danse à gauche, quoi, tu vois. C'est ça, parce que c'est ton histoire. Alors, tu as fait des études d'architecture. Ouais. Hein, et donc au début, avec ton grand frère Lux Beauté, ouais. vous accompagnez le groupe pour divertir le public, c'est ça qui est rigolo, et les artistes. Donc vous servez les pastis, vous faisiez la mesure. Je commence avec Massilia de manière super basique, c'était pote à moi, ils servent le pastis pendant les concerts. Gary, tu veux pas nous aider à servir le pastis? Je suis monté un soir et je suis plus jamais redescendu à la scène. C'est la déconnade, quoi, total. Ouais, c'est la déconnade. Et puis c'était des mecs qui avaient 10 ans de plus que moi, qui avaient un projet aussi artistique et qui était bien charpenté, tout ça. Mais après, évidemment, la vie qui allait avec, elle était merveilleuse, quoi. Donc, après, tu commences à prendre le micro, vous faites un duo de bras cassés, c'est ce que tu dis. Voilà, sorte d'Auguste et de clown blanc hip-hop. Et puis après, tu deviens carrément indispensable et vous intégrez le groupe. Ouais. Vous intégrez le groupe.
Ah, mais ne fais pas toute la bio de Massilia parce qu'il a Non, 30 ans. non, mais quand même, c'est important parce que pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas, les jeunes notamment, parce que voilà, c'est important de. Non, mais je pense que ce qui a noté avant tout, c'est qu'à un moment donné, il y a une bande de gars qui ont eu envie de prendre leur passion à bras le corps et de la développer et de caler leur vie là-dessus. Donc cette vie passion, aller au boulot avec le sourire. Quand j'avais 15 ans, je taillais l'école pour aller jouer du rock'n'roll. Et le matin, maintenant, quand je pars à mon studio à Beaumont, là, en voiture, je regarde toujours un peu à droite, à gauche. J'ai toujours l'impression que je taille un peu l'école. Donc on a toujours un peu cultivé cet amateurisme, ce rapport simple avec ce qu'on fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a duré, qu'on dure. Alors, Voilà. on va faire la promo de ton prochain album. Ouais. Voilà, Barca, comme Charles Disson, il est là. Voilà, donc voix sacrée, retrouvailles, merci de la partager, l'une d'artistes, nos pieds, le jardinier, comme Lyon, la valse des valises, Stopnet, Gizmo, Yes Papillon et Barca. Et tu seras en concert le 18 janvier au Makeda, À Marseille. à Marseille, Ouais. 103 rue Ferrari. Voilà. Tu viens, hein? Je viendrai avec Super plaisir. bien. Voilà. Et c'est l'ancien. C'est l'ancien poste à Poste à Galène, Galène. ouais, qui a Voilà. été repris par Francine et Aude, deux copines activistes à fond de fond et qui font du super boulot. Donc c'est une jolie salle, je vous la conseille, même pas que pour mon concert, elles ont une super programmation. Quoi. Voilà. Benoît, ça fait partie de l'ADN de Marseille. Ayam, Le Wem, Massilia. Ah, tu l'as dit, hein, quand tu es minot, tu l'écoutes, et moi ça me fait même drôle de le voir en vrai, pour plein de raisons, si tu veux, parce qu'il est comme il est dans ses chansons. Il n'y a pas de faux semblant. Il est le personnage, il est la vérité de ce qu'il est, de ce qu'il chante. Et ça c'est fort quand même. C'est-à-dire il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de concept commercial derrière tout ça. Il y a notre réalité et il est l'homme qu'on imaginait. Et dans les chansons, dans ce qu'il porte, enfin, tu l'as vu quand tu le vois en concert, tu as vu les watts qu'il a en concert, enfin, Oui, je veux dire, même moi je me dis, des fois je me dis, mais comment il tient du début à la fin, comment il tient? Il fait passer des messages, mais c'est plus que des messages, et c'est la politique au sens noble, c'est pas la politique des élections, c'est pas la politique des partis, c'est la politique des hommes et des idées, et ça c'est très fort, c'est ceux qui se battent contre les injustices, tu sais, des fois dans des chansons, dans des chansons qu'on pourrait même imaginer comme anecdotique parce que c'est peut-être pas forcément un message très violent ou très fort, il y a toute l'idée de cette ville, tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle a de divers. Enfin, il y a mon enfance, il y a nos histoires, il y a ce qu'ont pu vivre mes parents, mes grands-parents qui sont arrivés comme les siens du fin fond du Piémont à pied et qui se sont retrouvés ici par les fracas de l'histoire, si tu veux. Et donc il y a tout ça en concentré sur ton plateau aujourd'hui. Donc c'est la première fois que je fais une émission avec lui en plus, donc tu me fais un cadeau là. Ah ben voilà. Je crois que je fais un cadeau aussi à Abder qui est fan. Abder. Oui, moi je suis un grand fan parce qu'il faut mesurer tous les retombées psychologiques sur nous parce que ça a participé de la construction d'une identité. Et ça fait partie avec l'OM, avec Massilia, je l'ai chanté très tôt. Et à l'époque où on n'entendait que des choses négatives sur le Maghreb, sur les Arabes, etc., il faut une chanson sur le marché du soleil, quoi. Et après, j'étais fier d'aller avec ma mère dans cet endroit parce qu'en les écoutant, je me dis, ben tiens, ça fait partie des livres de la ville, quoi. Et c'est vrai que. Tu as des élèves qui disent on met le why, pas. Non, je pense que ça c'est plutôt ceux qui sont un peu plus âgés, mais les minots ils ont leur propre langage. Et ça change. Alors ils vont s'y mettre parce que dans le dernier disque de Jul, il y a un morceau qui s'appelle Je mets le why. Alors je vous dis, dans les cours d'école, ils vont mettre le why, les petits. Je te le Oui, dis. mais après Dans un mois, ça va arriver là. Ah ben écoute, ça va. C'est vrai, mais après c'est vrai que il y a un parler marseillais, un vrai, qui n'a rien à envier à tous les autres. Quoi. Mais les petits, des mots comme dégain, etc., ça traverse les époques, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que le et tout, ça fait partie. Puis cet accent qu'on a tous, il est hérité du provençal. Hein, l'accent qu'on a, c'est le bon accent pour bien parler le provençal. J'ai eu envie d'apprendre le provençal. À Marseille, tu enregistres la voix d'un petit Comorien, d'un petit Algérien, d'un petit Blanco comme moi, d'un petit Arménien. Tu arrives à les reconnaître quand tu écoutes les voix? Justement, est-ce que c'est pas parce qu'à Marseille, on est Marseillais avant d'être Français? Ouais, et cette identité, ce ciment, ce ciment, il nous a fait traverser les décennies. Là. Il n'y a jamais d'embrouille entre communautés ici. Même si ça ne se mélange pas obligatoirement, mais tu as vu comment ça vit ensemble quand même, l'air Il n'y de a rien. pas de bagarre Non. en quartier comme ils font à Paris. Non, il y a des quartiers, par
Par exemple, tu vas dans le 12e, c'est arménien, tu vas jusqu'à Porte d'Aix. Mais ça sont sympas. Mais il n'y a pas. Qui est à Marseille? Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. D'ailleurs, beaucoup de choses ont été dites, et pas que des vérités, beaucoup de conneries. Quand il y a eu les émeutes en banlieue, on a dit que. En 2005. Voilà, ça n'a pas explosé à Marseille. Mais tu imagines, tu demandes à Marseille d'aller casser au Vieux-Port, ça ressemble à rien pour lui. C'est vrai. Qu'est-ce que. Parce que la ville appartient à tout le monde. Alors Gary, juste pour rappeler que donc, ton album sort le 17 janvier et donc tu es en concert le 18. Ouais, le 18. Le 18, donc le lendemain. Donc allez-y. Où c'est qu'on peut se procurer les places? De partout, mon frère. Partout. Ouais. De partout maintenant. Clic, clic, badaboum. Quel endroit? Ah bah la FNAC ou machin, enfin C'est le dernier concert auquel j'ai assisté d'ailleurs. Ah ouais? Ah oui, C'était lequel? Au Doc. Au Doc. Ouais. D'accord. Alors, Gary, tu aimes beaucoup le ballon et tu commandes souvent aussi l'OM. Nous, on avait fait un plateau ensemble en Provence. Ouais. Et l'OM, ça fait partie aussi de l'ADN des Marseillais. Bah, mais ma génération, de toute façon, on en a joué, on avait que ça. On a joué au football de 0 à 15 ans, quoi. Donc on a un rapport au jeu qui est particulier, je pense, les gars qui ont mon âge. On n'a pas trop joué au PlayStation, au machin, on a joué au foot, au ballon. C'était notre carte d'identité, c'est notre manière d'être accepté dans la communauté, etc. Donc les mecs comme mon âge, ils ont un rapport au foot qui est particulier. Et après, ben voilà, on est vite allé au stade d'abord avec le pater. On a eu le souffle coupé quand on a vu la pelouse, comme l'expliquait Benoît tout à l'heure. Et après, les premières années où tu vas au stade tout seul, moi c'était à l'époque où il y avait les minots. Tu as vu, on a le disque. Donc, c'est ces premiers moments où tu vas seul au stade avec tes potes, où tu te rends compte que bah, le match c'est super, mais que le spectacle il est presque autant dans les tribunes. Après, il y a eu la naissance des clubs de supporters. Alors, à l'époque, quand tu avais 10 ans, tu rentrais gratuit. Je rentrais dans la main à mon père jusqu'à 14 ans. Tu rentrais avec un adulte. J'étais petit, moi, jusqu'à 14 ans, ça a marché. Et tu rentrais avec un à l'époque. Ouais. Et tu sais ce qui me rappelle, ma Madeleine de Proust, l'odeur de merguez. Il y avait les vendeurs de merguez au bas du stade, là, sur le côté gauche. Là. Et cette odeur de merguez, pour moi, c'était l'OM. Il n'y a pas l'odeur de la pelouse. On ne sent pas l'odeur de la pelouse. Non, mais c'est magnifique. Elle est trop loin. Ici, on se reconnaît. Alors, Abder, on va parler de toi. Professeur de lettres dans un collège marseillais, fan de l'OM, très chauvin. Parce que moi, je te suis sur Facebook. Je n'arrive pas à me projeter. Et je t'admire parce que tu arrives à parler des autres clubs. J'arrive pas. Mais quand tu aimes le football, en fait, bon. Mais pour moi, l'OM, je ne vais pas dire que j'aime le Paris Saint-Germain. L'OM, c'est plus fort. pas. Mais Omar, quand tu aimes le football, tu aimes autant voir l'OM. Là, il va y avoir Real Madrid, Barcelone, tu ne peux pas être insensible. Omar, pour moi, l'OM, c'est plus important que le football. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas le foot qui porte l'OM. Pour moi, c'est d'abord l'OM, après le football. Tu vois, la symbolique. Ce que je vois derrière ça. J'arrive pas, On ne peut pas lutter là. Mais non, mais il a absolument raison. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai aussi. Vous êtes amateur de football. Et toi, tu aimes le beau jeu, tu aimes la technique, tu aimes l'histoire, tout ça. Moi, je comprends parce que je suis comme lui. J'aime le ballon, mais l'OM, c'est autre chose. C'est mon histoire, c'est ce que te dit Gary. On est porté par autre chose. Moi, j'ai ce rapport-là à l'OM aussi. Complètement. Bon, peu importe le résultat. Non, mais à un moment donné, peu importe le résultat, c'est la symbolique engendrée, le rapport culturel et social qu'on a avec ça, tu vois. C'est ça qui est fort ici. Les amis, à un moment donné, quand on supporte ce qu'on a supporté, la D2, on est content. à Charleville, à Laval, à Saint-Brieuc, des blagues sur la carte, on ne sait même pas où c'est. On a appris la géographie. Voilà, moi c'est toi qui es prof, mais il a raison. Qui connaîtrait Auxerre sans Giroud? Qui connaîtrait Guingamp sans le stade du Roux-Tourou, s'il te plaît? Je veux dire, tu peux pas. Moi, c'est le football qui m'a appris la géographie, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, tu es également auteur de plusieurs ouvrages et d'articles traitant du vivre ensemble, de l'école et de la culture. Donc ça, pour te connaître, puisque tu es mon ami, et te suivre, ça c'est vraiment quelque chose que tu mets souvent en avant, Oui. et ça fait partie aussi de tes combats. Hein. Oui. En fait, il y a un gros problème dans la société, c'est que surtout aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, c'est les gens se défoulent, se cachent. Parce que l'effet de la foule et tout, ils pensent qu'ils ne sont plus responsables du moment qu'il y a la foule, quoi. Et du coup, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Et nous avons l'impression que ces mots-là, qui sont fondateurs du vivre ensemble, solidarité, fraternité, amitié, amour, c'est des mots qui
qui n'ont plus une bonne presse, quoi. C'est bisounours, ils appellent ça, c'est le faible, etc. Or, il faudrait se battre sans cesse pour que ces valeurs-là soient toujours présentes. Et aujourd'hui, ces valeurs-là sont tournées en dérision. Il faut s'imaginer un peu. On parle de violence, on parle. D'ailleurs, ceux qui font le buzz, ce sont ceux qui parlent des choses qui ne vont pas, en fait. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont le lieu où les gens s'expriment, mais uniquement pour dire ça va mal, etc. Du coup, je me bats aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ces mots-là aient toujours de la valeur, ils soient toujours présents. La solidarité, le vivre ensemble, et qu'on réussisse à un moment donné à vivre, enfin, plus qu'à faire société. C'est ça qui... Parce qu'on a beaucoup parlé de coexistence, mais moi je ne veux pas de coexistence. Je veux qu'on fasse société. Coexister, c'est vivre les uns à côté des autres, quoi. C'est pour ça que je parle de l'Andalousie, je parle de Marseille. Pour moi, il y a deux terrains qui doivent être exploités d'un point de vue... Alors, ça, on va en parler. Donc, ton dernier essai s'intitule La crise de la nuance, qui est aux éditions Les Points sur les i. Il est là, voilà. Donc, Abderrahim Bouzelmat. Se réapproprier l'art et le langage, c'est ce que tu expliques. Et tu es le Zinedine Zidane de l'Andalousie. Et oui, c'est ce que je disais aux amis tout à l'heure. Donc, tu es président de l'association Les Rendez-vous de Cordoue. Oui. D'ailleurs, la dernière fois, ma fille avait un livre à lire, Sarah de Cordoue, j'ai pensé à toi de suite. Tu m'as envoyé, j'étais en Sicile. Et tu l'as acheté. Oui. Donc, tu as accompagné plusieurs groupes en Andalousie sur les traces des philosophes majeurs de cette région du monde, comme Averroès et Maïmonide. Oui. Tout à fait, oui. L'Andalousie, ça reste aussi un point de rencontre. Et tous les points de rencontre sont importants. L'Andalousie a été pendant longtemps un lieu où juifs, chrétiens, musulmans et même athées ont pu vivre ensemble. Et pourquoi l'Andalousie a rayonné, est arrivée à des points culminants en matière de production artistique et littéraire? Parce que tout le monde a travaillé avec tout le monde, il n'y avait pas d'exclusion. C'est un temps très bref, hein, parce qu'il y en a qui vont dire non, mais l'Andalousie, c'était pas ça. Je parle que du califat de Cordoue. Et c'est un lieu d'expérience, c'est-à-dire qui a démontré qu'à chaque fois qu'on travaille ensemble, on réussit des choses plus belles. Parce que ce qui me manque à moi, c'est toi qui l'as. Et ce qui te manque à toi, c'est Benoît qui l'a. Et en mettant en synergie nos connaissances et puis notre art, on arrive à construire quelque chose de fabuleux. Et ça fait partie aussi de mes engagements. Alors moi j'ai vu que tu fais des conférences un peu partout, en Belgique, tu as La Réunion. À la Réunion, tu remplis, tu fais le guichet fermé à chaque fois. Tu ne le dis pas parce que tu es humble, mais moi je le dis parce que c'est vrai. Voilà. Tu animes aussi des ateliers d'écriture, tu donnes des cours d'alphabétisation aux primo-arrivants et ainsi qu'aux parents en difficulté quant à la langue française. Gary, c'est beau ça quand même. Respect. Ouais, respect. De toute façon, c'est les héros du quotidien, ça. De toute façon, je regardais l'autre fois sur votre chaîne le reportage sur Jane Bouvier, c'est pareil, quoi, tu vois. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, quoi. Heureusement. En plus, Benoît, là, c'est pas à la mode, Benoît, d'aider les Roms. Hein. C'est-à-dire que les Roms, en fait, ça n'a les couilles, quoi. Mais dans cette ville, en tout cas, c'est dans les deux terres, ils sont oubliés. Voilà. Et Gary a raison, le travail que fait Jane, elle est essentielle. Elle nous tient debout. Mais moi, ça me gonfle. Je veux dire, voilà, personne n'a le droit d'être. Voilà. Personne. Les Roms, c'est des êtres humains, voilà. Mais ils sont Marseillais voilà. comme nous, ils sont comme nous, je veux dire. Et elle participe, et c'est ce que dit Gary, c'est un héros du quotidien. Elle fait un travail. Sans son travail, on serait déjà un peu moins Marseille. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que quand même, quand on voit ce que fait l'État, quand on voit ce que fait la mairie ou ce que font les pouvoirs publics, ce sont des gens qui sont oubliés, ce sont des invisibles. Quelle honte, ces petits qui vivent dans des conditions catastrophiques. Et tu as raison, ce reportage sur Jane, Gary, ça te rend ton humanité. Voilà, Abderrahmane fait des cours d'alphabétisation pour les petits, pour les primo-arrivants, pour les parents, mais c'est essentiel. L'apprentissage de la langue, c'est quelque chose qui te... C'est plus que l'apprentissage de la langue, c'est ce qui fait qu'ils vont se mouvoir, exister et vivre dans ce qui fait société. C'est la clé d'entrée de tout, c'est au-dessus de tout ça. Et donc heureusement qu'il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans les Marseillais si on devait attendre tout de l'extérieur? Je me pose la question, quoi. Et par rapport à Jane et ce que tu dis, parce que beaucoup lui tapent dessus, mais moi j'ai jamais caché mon amitié pour lui. Jacques Abriero aussi qui a scolarisé, qui a offert des cartables de l'OM. Alors on va dire ouais mais il peut, machin et tout, mais pareil, offrir des
cartables de l'OM, quand je vois sur le Facebook de Jem et Mino, les petits Roms qui sont contents, ils ont les cartables, ils ont des stylos. Non, mais c'est ce qu'on attend de l'OM. Oui, non, mais c'est beau, mais Ouais, c'est personne ne le faisait avant. C'est bien, Voilà. c'est bien. Moi, je Très pense que quand il faut taper, il faut taper, mais quand il y a des bonnes choses qui C'est sont très bien. faites. Fais péter voilà. les survêtements, Jacques Carrier. Mais en tout cas, ça a été fait. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas un électorat humble, il n'y a pas un électorat Rome. Mais non, ils ne votent pas. Et donc, on s'en fout. Quand je dis 11, je ne parle pas de nous, mais c'est-à-dire que beaucoup, des fois, même j'entends des discours, des gens, je les entends parler, je me dis, oh les gars, vous avez oublié qu'avant, c'était vous. Ah, moi, j'ai lu ce qu'on écrivait sur les Italiens quand mon arrière-grand-père est arrivé. Hein. C'est presque du même acabit, quoi. Voilà, je veux dire, bon, c'est qu'après, on a tendance à oublier un peu, et voilà, c'est des êtres humains, c'est des enfants. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de... T'imagines qu'on est obligé de débattre de choses comme ça? Ouais, non, dingue, c'est quand même. C'est en dingue. 2019. Ouais, 2019, même d'humanité primaire, quoi. Alors, Je sais pas. tout à l'heure, on disait, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission, finalement, qu'est-ce qui nous différencie, nous, Marseillais, puisqu'on est entre Marseillais, là, et oui, ceux qui nous regardent, il n'y a que des Marseillais, des autres villes. Pourquoi à Marseille, on n'est pas comme à Lyon, Bah, parce qu'on vient comme à tous, Lens, comme à Bordeaux? parce qu'on vient tous d'ailleurs. Parce que notre identité, c'est ça, notre identité elle est multiple, c'est une force extraordinaire. C'est d'un modernisme dingue. T'imagines un peu, être Marseillais, c'est être un peu italien, un peu arménien, un peu comorien, un peu algérien, un peu machin, c'est merveilleux. Moi, quand je donne des conférences ailleurs, les gens sont surpris de voir qu'on puisse s'attacher autant à une ville. Les gens partent facilement de Bordeaux, partent facilement de Lyon. On a du mal à quitter Marseille. Il n'y arrive pas même. C'est impensable, quoi. Même ceux qui partent, ils reviennent. Du coup, ce qui nous différencie, c'est l'amour d'une terre. L'amour de notre terre, de la province de Marseille, ça c'est quelque chose qui est avec nous. Et beaucoup ne l'ont pas, ça, à Mais l'extérieur. comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce que Marseille c'est portuaire? C'est parce que c'est terre d'accueil? C'est fondé par des immigrés? Oui, il y a une histoire qui fait que chacun se sent vraiment chez lui ici. Là. Ça, on le ressent et je pense que... alors, il faudrait peut-être voir un petit peu, entrer dans les arcanes de la psychologie pour le comprendre, mais il y a beaucoup de jeunes à Paris qui s'identifient plus à l'OM qu'au PSG, par exemple. C'est un club populaire, les groupes de supporters appartiennent à toutes les origines. D'ailleurs, toi, regarde, tu es là, tu fais une émission ballon magnifique. C'est ça, je pense. Et il y a ce sentiment d'appartenance qui n'existe pas forcément ailleurs, quoi. Mais non, pourquoi c'est important l'Olympique de Marseille? Parce que c'est notre Plus que identité. le Paris Saint-Germain à Paris, l'Olympique Lyonnais à Lyon, Mais les non. Girondins de Bordeaux à Bordeaux. Abdé pourrait faire une conférence quasiment là-dessus, mais je reprends les mots de Gary là-dessus. On a une histoire particulière. D'abord, on a une géographie particulière. Il faut comprendre notre géographie. On est en bas, complètement au bout de la France. On est au bord de l'eau. Derrière nous, il y a des montagnes. On tourne le dos au pays et on regarde la mer. Et notre histoire, elle ne ressemble à aucune autre histoire. Notre ville, elle s'est fondée dans toute son histoire par des gens qui sont arrivés là sans avoir choisi la ville. C'est les fracas de l'histoire qui les ont amenés là. Nos arrière-grands-parents, quand ils arrivent d'Italie, ils n'ont pas un franc, ils ont faim, ils n'ont pas de chaussures, ils viennent survivre. Et puis ça sera pareil avec les Algériens, les Comoriens, les Arméniens, les Espagnols, les Portugais. Et on se fait tous insulter comme les Roms se font insulter aujourd'hui. Et cette ville, elle s'est stratifiée comme ça. Et c'est pour ça que tu as dit quelque chose de très vrai. On se sent d'abord marseillais, après des fois souvent de ton origine. Tu es italien, tu es espagnol, tu es comorien, tu es algérien, après tu es français. Et c'est ça notre histoire. Et ce club, c'est quelque chose qui nous relie. Il y a la géographie de la ville dans ce club, il y a tous les visages de la ville. Et que tu sois, là pour le coup, un bourgeois de Saint-Ginier, que tu sois un ouvrier du 3e arrondissement ou du 15e arrondissement, tu es relié à ça. Et cette histoire-là, avec ses hauts et ses bas, l'étoile sur le maillot, elle est à nous. On a tous vibré de la même manière. C'est un peuple qui s'est inventé une histoire, il s'est mystifié. Parce que c'est une ville difficile, parce que c'est une ville de contradiction, parce que c'est une ville injuste. Mais on a cette géographie. On est enfermé dans des montagnes et l'histoire nous a mis ici. Finalement, et ça, c'est unique. Gary, dans tout, on n'a jamais les premiers. Ouais, à jamais les premiers, c'est sûr. Et puis, j'aime bien ce rapport qu'on a à l'OM à Marseille. Tu vois, ma grand-mère, elle ne connaît rien au ballon, elle savait le résultat, quoi. Chaque fois, on a tous une histoire merveilleuse. Chaque fois que l'OM marque un but, mon père, il était fou de ballon. Le dernier mot qu'il m'a dit, c'est combien ils ont fait. Tu te rends compte de ça? Pour motiver les joueurs, il n'y aurait rien de mieux. Combien ils ont fait. La dernière parole du padre, quoi.
Donc tu imagines l'impact que ça a à l'OM. Donc J'ai- voilà. J'étais à Cordoue, Omar, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que Marseille, même lorsqu'on voyage dans l'Europe ou ailleurs, ça ne laisse pas indifférent. En Turquie, je viens de Marseille, les gens, voilà. J'étais à Cordoue et puis il y a quelqu'un qui, on discutait, et je lui dis que je viens de Marseille et tout. Il me dit, ah, Marseille. Je lui dis, tu connais Marseille? Tu connais quoi? Il me dit, l'OM dans le sud de l'Espagne, alors qu'ils ont le Real, ils ont le Barcelone, ils ont tout. Mais la ville est connue à l'extérieur aussi pour être une ville de contraste. Juste un truc rapidement, parce que malheureusement, on arrive au terme de l'émission, sans mettre une note négative. Comment, avec toutes ces bonnes choses, on a des scores assez hauts de l'extrême droite dans le sud? Parce que c'est pas que Marseille, on voit les villes Front National, il y a eu Toulon, Vitrolles, Marignane, Le Pontet. Benoît, comment tu l'expliques, toi? Il faudrait qu'on refasse une émission, mais Non, mais pourquoi est-ce qu'il y a des scores du Front National? Pourquoi à la fois on parle de fraternité, Parce qu'on ne sait pas s'occuper des de mélange, et qu'après tu vois Omar. les élections, boum. Parce qu'on ne sait pas s'occuper des Marseillais. Hein? Parce qu'on ne sait pas s'occuper des Marseillais. En vérité, si tu veux construire une ville, si tu veux qu'elle existe dans sa totalité, dans sa plénitude, si tu veux fabriquer cette société qui existe, on l'a dit, on a parlé de ce corps social incroyable, il faut aussi que tous les efforts d'une municipalité, tous les efforts de la puissance publique aillent vers les petits, vers les Marseillais, vers les enfants, vers ces enfants, je ne parle pas d'âge, hein, vers les Marseillais. Et tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on continuera de fabriquer une ville pour l'image ou pour une ville pour les gens qui n'en ont pas besoin, on aura cette ville coupée en deux. Et quand une ville elle est coupée en deux, qu'est-ce qu'on crée? Le repli sur soi, la peur. On s'enferme dans son histoire, dans sa communauté, et on a peur de l'autre. Alors qu'on a tous les ingrédients, parce qu'on l'a dit, pour s'ouvrir aux autres. Et parce que cette ville, elle est mal gouvernée depuis longtemps, parce que personne n'a pris la dimension de son histoire, parce que personne n'est à la hauteur de son histoire et à la hauteur des enjeux. C'est tout ça qu'il faut recommencer, Omar. Et c'est toute cette histoire qu'il faut réécrire. C'est le moment, ça arrive. Gary, pour conclure. Bon, pour conclure, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, je suis un éternel optimiste, alors je crois en l'humain. Tu vois, je me dis qu'à un moment donné, on va arriver à passer outre cette inertie, à passer outre ce. Enfin, je vois des affiches avec placardées dans toute la ville avec l'héritière de ce qu'on vit depuis 25 ans, quoi. Ça me rend fou. En plus, ils collent sur les affiches des concerts. Sur les trucs culturels, ça me rend dingue, ça d'ailleurs. Entre parenthèses, hein. Les couleurs d'affiches politiques, ils me rendent fou. Et les couleurs d'affiches, ils me rendent toutes fou. les parties, respecter Gary, c'est le frérot, respecter les artistes. Eh oui, Donc on croit en l'humain, on a envie d'un aéropage d'humains qui s'en foutent des trucs politiques, qui s'en foutent de tout ça et qui vont être là pour les Marseillais et pour qu'on arrive un peu à aller vers ce chemin du futur sereinement, quoi. Voilà. Abder. Il faudrait reconstruire l'image de la politique, en fait. Ça a été démoli par ces derniers gouverneurs, etc. Les gens n'ont plus confiance. Et surtout, il faut qu'on fasse... On n'a pas le droit d'abandonner, en fait. Il faudrait qu'on travaille tous ensemble, politiques, artistes, écrivains, sportifs, mettre cette énergie en symbiose pour convaincre, parce que les gens sont désabusés, c'est tout. Alors, pour conclure rapidement sur cette émission, qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2-3 mots pour la nouvelle année, Benoît, 2020 pour Marseille? Que cette ville, elle se relève, qu'elle se remette en bon ordre et qu'elle se tourne vers l'avenir. Abder C'est un nouveau départ. Je souhaite la même chose que Benoît. et Gary? Ouais, qu'on soit tous ensemble. Voilà. Le mot de la fin, messieurs. Ensemble. Merci. Gary, bonne continuation. Aïoli, je me suis régalé, elle est trop bien ton émission. Aïoli. Barca, vous Franchement. reviendrez. En général, parlons ballon, Boumédia, quand on vient, c'est... Et une grande dédicace à Boumédia. Franchement, je suis trop content d'être ici. Je vois la qualité, ça me plaît. Ici, la rue de la Madragueville, chemin de la Madragueville. Voilà, c'est le Marseille que j'aime. À Rafik, big up. Bravo à À Amine qui ont monté ce média sans argent public, zéro. Pas financé par le Qatar, et non plus. Voilà. Avec les mains et la volonté. Gary, donc, voilà, Barca. Et en concert le 18 janvier au Makeda. Abder, continue à. Merci beaucoup Omar de cette invitation merci à toi. et merci de m'avoir fait partager ce moment avec Gary et Tu Benoît. me régales avec les perles de tes élèves. Tes élèves, c'est extraordinaire. Tu devrais écrire un bouquin. Écoute, il est prêt. Il faudrait juste que je l'envoie pour qu'il soit
éviter. C'est lourd parce qu'après il faudrait le défendre, il faudrait le. C'est de l'énergie, hein. C'est un peu comme. Non, moi, des fois, je te dis, je rigole. Je suis Ah oui, non, là, mais je suis là, je rigole. Bonne continuation. Merci beaucoup, Omar. Et ouais, Benoît, bonne chance pour mars 2020. Hein. Merci Omar. Et à très bientôt. Voilà, c'est la dernière de Parlons Ballon en 2019, parce qu'on va revenir très très fort en 2020. Merci à Rafik, merci à Amine, merci à mes invités, merci à tout le monde pour nous suivre sur YouTube, sur la page Facebook Parlons Ballon. À très bientôt.